L'économie post-Covid-19 ne peut plus être cloisonnée si nous voulons réussir notre pari de faire émerger une économie mondiale inclusive et durable. C'est aussi notre ambition au Togo, créer des emplois pour la jeunesse et transformer l'économie pour un développement réel et inclusif. Ces propos, il vous en souvient, ce sont ceux du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe au Forum Afrique du Sien à Paris. Un discours en phase avec les ambitions déclinées dans la nouvelle feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ces dernières années, le Togo a enregistré d'importants progrès dans la facilité des affaires et l'attrait des investissements directs et étrangers. Notre pays fait de la promotion des investissements un secteur clé dans sa marche vers le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Togo en marche. Dans ce numéro, une interrogation retient notre attention. Comment faire de l'investissement un levier de croissance au Togo? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec moi sur ce plateau des hommes d'affaires, des hommes donc du secteur privé. Juste à côté de moi, à ma droite, nous avons Monsieur Yiva Badohun, il est le PDG du Togo Food. Bonsoir, Monsieur Badohun. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être le nôtre ce soir sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Alors, juste à côté de moi, à ma gauche, nous avons Monsieur Charles Biriga, oui. Il est le PDG de ESA, oui. L'École supérieure des affaires du Togo. Bonsoir, bonsoir. Dr Biriga. Bonsoir. Merci de nous avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Badohun, vous êtes PDG de Togo Food. Vous êtes également membre du Conseil national du patronat. Aujourd'hui, le patronat, on va dire, s'est renouvelé en quelque sorte avec une élection qui a porté à la tête de ce conseil le président sortant. Alors, comment est-ce que l'élection s'est déroulée? Merci. L'élection s'est déroulée dans un climat de paix et d'harmonie, où les 24 associations de base, les 24 associations professionnelles de base ont voté, ont reconduit le président Laurent Tamignon comme président du patronat, par rapport à tout ce qu'il a fait comme boulot pendant sa première mandature. Sur les 24 électeurs, 22 lui ont apporté leur voix. C'était du plébiscite, on va dire. Parce que le boulot était fait. Et c'est à la suite de ça qu'on lui a demandé de se représenter. Parce qu'il fallait restructurer le secteur privé. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que nous avons essayé de faire à ses côtés pendant les 5 années où il était aux commandes. On peut dire qu'on a eu 2 années de Covid, mais les 3 années, nous avons fait quand même un boulot assez excellent, où on a ramené la paix au niveau du Conseil national du patronat, parce qu'on va parler d'investissement. Pour qu'il y ait investissement, il faut que le secteur privé soit solidaire, uni, et pour pouvoir aller vers le développement et créer des emplois. Le quinquennat à venir, les défis sont encore de taille. Comme dit le président Tamignon, dans ce quinquennat à venir, il faut qu'il y ait des capitaines d'industrie et des champions nationaux. Il en fait un serment pour qu'au niveau des nations africaines, on est des champions nationaux. Alors on parle de l'investissement, et l'investissement c'est aussi le secteur de l'éducation. Dr Biriga, vous êtes dans ce domaine, ça fait beaucoup d'années déjà. Je ne vous demanderai pas pourquoi vous avez choisi ce secteur, mais comment se porte le secteur de l'éducation, surtout de l'enseignement supérieur actuellement, dans le privé? Avant de répondre à votre question, je vous remercie pour votre invitation. Mais je voulais dire qu'aujourd'hui, ici, on veut que le code d'investissement marche. S'il veut que nos entreprises soient prospères et qu'on puisse détecter des champions des cabinets d'industrie, il faut avoir des ressources humaines. Des ressources humaines adéquates parce que derrière un métier, il y a un enseignant. Donc, aujourd'hui, le challenge de l'Afrique, c'est de former ces ressources humaines. Comme j'aime le dire, nous avons les matières premières. Maintenant, il faut former la matière grise, qui sont les ressources humaines. C'est le challenge. Si nous réussissons à former notre jeunesse à tous les métiers possibles et à dégager certains leaders pour créer des entreprises prospères, on aura réussi comme la Chine et les autres. Donc aujourd'hui,
En tant qu'expert comptable, j'ai porté ma contribution à la nation en créant l'École supérieure des affaires, qui fait son chemin, qui a montré qu'il est possible d'être togolais. Parce qu'il faut insister sur ça. On n'insiste pas beaucoup. Qu'on peut être un Togolais, un national, et réussir dans un secteur d'activité. Il n'y a pas que les étrangers. On accorde beaucoup d'importance aux étrangers, mais la Covid a montré que les entreprises les plus résilientes sont les entreprises nationales. Les étrangers s'en vont quand il y a crise. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps qu'on nous fasse confiance. Nous sommes capables. Aujourd'hui, le patronat aussi est là pour le démontrer, pour que des Togolais qui ont des talents créent des entreprises prospères dans tous les domaines d'activité. Je crois qu'on en parlera de ces domaines. Donc, dans l'École supérieure des affaires, nous avons réussi au Togo, en tout cas, à créer une école de référence qui est reconnue aujourd'hui par la World Education Service des États-Unis, Campus France, World Education Service du Canada, de Chine, etc. Aujourd'hui, nos diplômés sont acceptés dans le monde entier et dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Donc, on peut faire quelque chose sans qu'on ait besoin d'aller en Europe aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller en France, aux États-Unis pour étudier. L'excellence est aujourd'hui au Togo et nous voulons continuer dans cette voie. D'accord, merci Dr Birega. On y reviendra tout à l'heure dans le vif du sujet. Mais d'abord, retenons que depuis 2020, la politique nationale d'investissement a connu une évolution avec la nouvelle feuille de route gouvernementale. Elle a identifié plusieurs secteurs d'intérêt pour des investissements du secteur privé estimés à plus de 1500 milliards de nos francs CFA. Le secteur de l'énergie, de l'économie numérique, des infrastructures routières, de l'agro-industrie, entre autres, sont les plus visés pour le compte de l'année 2022 avec l'investissement, un levier pour la croissance au Togo, peut-on y croire? Suivez ce reportage préparé par l'équipe du Togo en marche. C'est le tout premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle du Togo et sans doute le plus grand d'Afrique de l'Ouest. La centrale solaire de Blita a une puissance de 50 MW et fournit de l'énergie à plus de 150 000 foyers de Blita et des villes environnantes. L'Émirati Ameya Togo Solar y a investi plus de 35 milliards de francs CFA. Dans quelques temps, les usines, les industries seront installées dans notre milieu. Là, c'est un développement très assuré. Le secteur de l'énergie a attiré l'attention des investisseurs nationaux et étrangers ces dernières années. L'inauguration de la centrale Kekeli s'inscrit également dans la stratégie nationale d'électrification et à la nouvelle feuille de route gouvernementale 2020-2025. La politique nationale d'investissement a connu une évolution avec de nouvelles ambitions. Plusieurs secteurs ont été identifiés pour des investissements du secteur privé, estimés à plus de 1500 milliards de francs CFA. D'après une étude du cabinet McKinsey, les investissements des nationaux dépassent les investissements étrangers. Donc il faut maintenant capitaliser, il faut trouver un mécanisme adéquat pour que cette part d'investissement étranger et togolais puisse encore monter, arriver à 70% des investissements. Trouver un partenariat entre les Togolais et les étrangers ou les investisseurs étrangers qui viennent dans la région. Si l'année 2020 a connu une croissance de 85% en termes d'investissement direct étranger, en 2021, 135 milliards ont été investis essentiellement dans les secteurs de l'agro-industrie, de la transformation du bois et de la construction. Au ministère chargé de la promotion des investissements, on se réjouit de la dynamique actuelle dans le secteur, même si le défi est encore grand. Où il y a eu des projets qui ont été identifiés comme étant des projets phares et des projets structurants. Donc, et sur ces projets-là, ce sont des projets qui vont tirer les investissements aussi bien du secteur public, mais que du secteur privé, puisque la structuration, elle est basée à hauteur de 50% sur une contribution du secteur privé. Donc ce sont des éléments également qui vont, je dirais,
insuffler une certaine dynamique. Et pour terminer, en 2021, on a connu quand même la mise en place d'un certain nombre de projets phares du gouvernement. Nous avons dans le domaine de l'énergie la centrale de Kekeli, la centrale de Blita, nous avons au niveau du digital la data center. Nous avons également l'inauguration de la plateforme industrielle d'Adeti Copé, donc globalement pour des montants de l'ordre de 385 millions d'euros globalement, qui sont des projets structurants et qui ont été mis en place avec le secteur privé. Dans le cadre, dans la majorité des cas, ce sont des partenariats publics-privés qui ont prévalu. Donc on peut dire que globalement, le secteur de l'investissement se porte bien et c'est une dynamique qui se poursuit. En effet, la plateforme industrielle d'Adeti Copé a attiré des investisseurs directs étrangers avec un montant d'environ 125 milliards de francs CFA, soit 45% du montant global des investissements, pour plus de 5 000 emplois permanents nationaux prévus. Actuellement, il y a un cadre de concertation entre PIA et l'UPRAD. Nous travaillons là-dessus pour que ça puisse démarrer. Parce que nous, je ne peux pas vous mentir, c'est un bijou pour nous. Nous remercions le chef de l'État pour PIA, parce que ça n'a pas été réalisé ailleurs au Togo. Donc, nous allons y atteler pour que ça puisse démarrer totalement. S'il y a des situations de blocage ou de difficultés des investisseurs qui sont déjà installés, c'est de notre rôle de pouvoir être à l'écoute, de remonter ça et de faire le plaidoyer qu'il faut pour qu'on puisse régler ces difficultés. Parce que un élément qu'il faut que vous sachiez, c'est que les premiers investisseurs, les plus gros investisseurs, c'est ceux qui sont déjà là. Ce sont ceux-là qui réinvestissent facilement et en plus, ils connaissent déjà notre environnement. Donc, ils sont également nos prescripteurs. Quand de nouveaux investisseurs viennent, ils sollicitent toujours à rencontrer des gens qui sont déjà installés pour voir comment ça se passe. Donc, il faut qu'on ait une oreille, une écoute attentive vis-à-vis de ces investisseurs-là. Et enfin, le dernier élément, c'est la promotion de la destination Togo. Je dis toujours à mes équipes, je souhaiterais que naturellement, quand un investisseur veut venir en Afrique de l'Ouest et qu'il a le choix entre le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, que naturellement, que ce soit le nom du Togo qui vienne en premier. Selon Greenfield Performance Index, le Togo s'est distingué comme étant le pays le plus performant en matière d'attraction d'investissement au monde par rapport à sa taille. Des performances dues aux réformes économiques audacieuses avec des investissements massifs dans les infrastructures. La sécurité, la paix. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, le Togo, c'est ça qui attire les investissements. Nous avons une place géographique stratégique en Afrique. On a un petit couloir, mais nous avons des routes. Que ce soit sur les infrastructures de transport terrestre, que ce soit sur les infrastructures aériennes, nous avons aussi Internet et nous développons ça. Et nous avons les routes maritimes. Parce qu'il y a des bateaux qui quittent la Chine, qui viennent directement ici pour splitter. Donc, tous ces atouts font que le Togo est une place économique stratégique. Pour aller plus loin, un partenariat unifié, solide et pérenne avec le secteur privé est tissé. L'ambition pour l'exécutif, se doter d'une économie robuste, dynamique, politiquement et socialement stable. Vous sentez, quand vous arrivez comme investisseur, vous déposez votre valise. En 24 heures, vous avez votre carte d'établissement avec le guichet unique. Vous allez au service de la documentation, votre visa, votre carte de séjour. Les gens le font avec empressement. Au même moment, nous avions le gouvernement qui a mis le maximum sur les infrastructures. Le port de Lomé, le port sec de Dapan, de Saint-Cassé, qui est prévu, le tapis est déroulé. Qu'est-ce qui reste à l'investisseur à faire que même des usines sont déjà disponibles. Vous n'aurez qu'à déposer votre valise et puis vous commencez par travailler. Je remercie le chef de l'État en particulier qui continue toujours à nous accorder une place très importante. Nos dirigeants, ils essaient de nous écouter. Et nous-mêmes, nous avons beaucoup à mettre à disposition pour qu'on puisse développer notre nation.
Les investisseurs sont optimistes quant à la poursuite de l'amélioration du cadre de l'investissement. Le ministère en charge de la question a ouvert plusieurs chantiers dans ce sens. Le chantier phare de notre ministère, c'est l'opérationnalisation de l'Agence de promotion d'investissement et de la zone franche. Donc, c'est le projet P30 de la feuille de route gouvernementale. Dans la feuille de route gouvernementale, il y a 36 projets et 6 réformes. Et le projet P30 fait partie des projets de la feuille de route gouvernementale. Concrètement, c'est quoi? C'est de pouvoir créer, je dirais, une agence qui aura une mission de service public et qui sera à la disposition des potentiels investisseurs aussi, et des investisseurs existants. Et donc, est censée faciliter la démarche d'investissement pour tout investisseur qui veut s'installer au Togo. Donc, elle se doit d'être à l'écoute, de pouvoir identifier tous les goulots d'étranglement, de faciliter la démarche investisseur et de travailler, je dirais, pour l'attraction des investissements au Togo. Donc, c'est le chantier phare sur lequel nous sommes en train de travailler. À côté de cela, il y a également des réflexions qui sont en train d'être menées sur des réformes pour pouvoir, je dirais, accompagner la dynamique. En décembre dernier, il y a eu, au niveau de l'Assemblée, le vote de la loi sur les partenariats publics-privés, qui est un cadre légal qui participe à la dynamique d'attraction des investissements et de structuration des projets que le gouvernement veut avoir. Et nous avons également des réflexions là-dessus pour pouvoir accompagner cette dynamique-là, notamment sur les réflexions sur les zones économiques spéciales, pour qu'on puisse avoir un cadre légal pour accompagner cette dynamique d'attraction des investissements au Togo. Nous sommes dans un courant et ce courant nous porte. C'est vrai, le Togo est un pays de paix, de stabilité, mais ce que nous attendons, c'est de part et d'autre, aussi bien du gouvernement comme des institutions financières, qu'on nous vienne en aide. Dans sa politique de positionner le Togo comme destination d'affaires à privilégier, le gouvernement a accueilli les rencontres Africa en décembre 2021. Une rencontre jugée bénéfique aussi bien pour le secteur public que privé, mais aussi pour les partenaires. On s'adresse au métier de l'adduction d'eau potable, de l'assainissement, de l'irrigation, l'enfouissement des lignes électriques. C'est une réelle opportunité, mais de connaître les acteurs du marché. Ça nous permet de bien palper s'il y a des opportunités à court, moyen terme ou long terme. Nous, on intervient dans le traitement des eaux usées. Il y a d'autres composantes qui rentrent dans l'installation de notre technologie. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour voir quel serait notre partenariat pour distribuer aussi les produits. Globalement, cet événement a tenu ses promesses. En termes de visiteurs, nous avons eu 920 visiteurs, chefs d'entreprise français et africains, pas uniquement des Togolais. On a eu des opérateurs de la RDC qui étaient là. On a eu des opérateurs du Bénin qui étaient là, du Sénégal qui étaient là. Donc en termes de visiteurs, on a eu 920 visiteurs. En termes de e-visiteurs, puisque c'était un événement qui a été fait en format hybride, en présentiel et en digital, on a eu 1650 e-visiteurs, donc des gens qui se sont connectés. Et au niveau des partenaires qui nous ont accompagnés, on avait 109 partenaires, 65 speakers, donc je dirais des experts dans leur domaine qui ont bien voulu se prêter au jeu et échanger leur expérience autour des panels qui ont été constitués. Et en termes de retombées, on a vu effectivement qu'avec l'opportunité qu'on a donnée aux jeunes, aux 30 projets qui avaient été sélectionnés, qui faisaient partie plutôt des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du forum UE Togo, on a donné l'opportunité à ces jeunes de présenter ces projets-là. Aujourd'hui, ces projets sont sur la plateforme de Rencontre Africa et ils seront également très bientôt sur le site de l'Agence de promotion d'investissement et de la zone franche. Donc ça continue à créer une dynamique de rencontre. Le premier atout de notre pays, c'est que c'est un pays qui a une vision, qui sait où il va, avec un leadership affirmé du chef de l'État. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est la paix, la sécurité, sans lesquelles nous ne pouvons pas développer notre pays. Et pour nous, c'est une paix et une sécurité que nous avons mis du temps à construire et nous sommes jaloux de préserver cela. Le troisième atout, c'est la jeunesse de notre pays.
Vous savez que, comme pour la plupart des pays africains, 70% de la population, c'est des jeunes qui ont des besoins, mais en même temps qui constituent une force pour nous. C'est une jeunesse dynamique, une jeunesse pétrie de talent, qui a l'esprit de l'innovation, et il faut s'appuyer sur cette jeunesse. Le quatrième atout, mesdames et messieurs, c'est le positionnement géostratégique de notre pays. Le Togo se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour servir 450 millions d'habitants. Et c'est l'avantage d'avoir une ouverture sur la mer, avec une ouverture sécurisée sur la mer, mais qui constitue une porte d'entrée pour les pays de l'Interland et qui a eu à investir énormément sur le port, sur le réseau routier et sur la modernisation de notre aéroport, qui prédispose le Togo pour être un hub logistique, un hub financier avec la présence des sièges des banques régionales dans notre pays. Et le cinquième atout, c'est que c'est un pays qui continue de se réformer. Nous n'avons pas peur d'opérer des réformes audacieuses et nous comptons les poursuivre pour rester un pays attractif pour vous, les investisseurs. Faire du Togo une destination sûre et viable pour des investisseurs, pour le commerce transfrontalier, pour le transbordement et pour le tourisme, le pouvoir public mobilise les moyens à cet effet. Pour l'année 2022, 518 milliards de francs CFA sont prévus comme investissement public. Il prendra en compte les secteurs de l'énergie, la protection côtière, l'économie numérique, l'eau potable, l'éducation et les infrastructures routières. Notre code d'investissement présente beaucoup d'avantages sur le plan fiscal, sur le plan douanier et même des dérogations qui sont faites au niveau des investisseurs. Vous savez, donc aujourd'hui, le secteur de l'investissement va très bien. Pour preuve, nous avions plein de pays aujourd'hui qui sont sur le terrain. Nous avions reçu au niveau du patronat des hommes d'affaires de Turquie, nous en avons reçu du Maroc, nous avons reçu de Tunisie et même de la France. Et ceci à travers évidemment de lobbying que nous faisons au niveau du patronat. On a deux cadres incitatifs, je dirais. Il y a le code d'investissement qui donne un certain nombre d'avantages à tout investisseur, qu'il soit national ou étranger, à tout investisseur qui fait un investissement qui est de 50 millions et plus dans des secteurs bien définis. Mais on peut dire vraiment que c'est vraiment le cadre global incitatif. Et puis à côté de cela, nous avons le régime de la zone franche qui est essentiellement destiné à des opérateurs qui font des investissements et dont les produits sont destinés à l'exportation. Quand vous êtes au régime de la zone franche, vous avez l'obligation d'exporter 70% de vos produits. Donc c'est les deux cadres incitatifs que nous avons. Pour pouvoir bénéficier de ces deux régimes incitatifs, vous introduisez un dossier que nous soumettons au comité d'agrément. Donc le comité d'agrément, il se réunit en moyenne une fois par mois. Et donc sur 2021, vous parlez un peu d'un bilan concret. 45 projets ont été soumis à l'attention du comité d'agrément. On a eu 38 projets qui ont été agréés, aussi bien au cours des investissements qu'au régime de la zone franche, donc pour des investissements projetés de l'ordre de 277 milliards. D'accord. Et en termes d'emplois créés également, des emplois créés, des emplois projetés, parce que là, on est dans les entreprises sont en train de s'installer, ils ont eu les agréments, maintenant ils rentrent dans la phase d'installation. Donc d'emplois projetés, on est des emplois projetés de l'ordre de 7 000 emplois. L'exécutif mise à 35% sur les ressources internes. Un engagement qui augure des perspectives de meilleure croissance pour le pays. Voilà, et nous voici de retour sur ce plateau. Nous sommes avec Dr Biriga, PDG de l'École supérieure des affaires au Togo. Et nous sommes également avec Yva Badon, PDG de Togo Food. Dr Biriga, tout de suite, j'ai envie de savoir, est-ce que le monde des affaires au Togo se relève de la crise sanitaire? Comment est-ce que oui, se révèle? La pandémie
du Covid-19, effectivement, a affecté beaucoup nos entreprises. Mais ça dépend des secteurs. Notamment dans l'hôtellerie et la restauration, on voit encore beaucoup d'entreprises qui sont en train d'avoir des difficultés pour recommencer les activités. C'est de même pour l'enseignement supérieur privé, parce que nos écoles ont été fermées, alors que nous avons des crédits bancaires, des découverts par-ci, nous avons des salaires à payer. C'est très difficile. C'est très difficile, mais comme j'ai dit tantôt, je crois que le président Macron, quand il était ministre de l'économie, il a dit ceci, qu'il a admis les entreprises parce que c'est les chefs d'entreprise, parce que c'est les plus résilients. C'est les plus résilients qui ne se plaignent pas, mais qui font face toujours à l'adversité. Donc, bon an, mal an, nous avons réussi à renaître de nos cendres et on a fait la rentrée. Mais nous avons des ardoises dans les banques, nous avons des difficultés, des arriérés, nous avons encore des problèmes avec les impôts, la caisse sécurité sociale. Je pense que c'est le moment que l'État joue son rôle, comme en France. Comme en France, aux États-Unis, vous voyez, la Banque centrale européenne a sorti la planche à billets pour soutenir les entreprises, pour qu'elles ne meurent pas. Il faut que l'État vienne nous aider à ne pas mourir. Nous avons essayé de recommencer nos activités, mais beaucoup ont des difficultés. Il faut que l'État vienne pour nous aider, ne serait-ce qu'au niveau des impôts de la caisse sécurité sociale, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. S'il y a des difficultés, on peut rééchelonner. Ce qui n'est pas dur, on laisse tomber, pour que nous puissions, les entreprises, au moins dans l'enseignement supérieur privé, nous puissions recommencer par former la jeunesse. Je dis qu'aujourd'hui, on a besoin des privés dans l'enseignement supérieur. Les universités publiques ont montré leurs limites. Le nombre de bacheliers qu'on reçoit cette année, il est impossible de pouvoir les absorber dans nos universités publiques. Donc, le privé doit investir et nous avons essayé de le faire et nous pouvons bien le faire, pourvu que l'État nous accompagne dans nos faiblesses, bien sûr, et dans nos difficultés. Donc vraiment, je pense que c'est notre pays. Mais en la matière, est-ce que l'État est resté bras croisés et n'a rien fait pendant cette crise? Pour le moment, pour l'enseignement supérieur privé, non. On n'a rien. On n'a eu pas d'aide. On n'a rien eu. Oui, là, ça c'est... Mais de façon générale, voilà. C'est vrai au niveau de l'économie. Nous avons vu les efforts du gouvernement togolais vis-à-vis des filets sociaux. On a vu les impôts où les contrôles fiscaux ont été mis en veilleuse. Non, au niveau global, mais je parle du niveau sectoriel. Oui. Nous voulons que l'État vienne. Non, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Il y a même dans d'autres émissions salué l'effort du gouvernement pendant la pandémie. Le chef de l'État, c'est, comme on dit, a mouillé le maillot, il nous a protégés. Il a joué son rôle de leadership. Il nous a protégés contre la Covid. Et au Togo, le Togo est l'un des pays africains qui a le moins de personnes contaminées, de bonnes statistiques en matière de Covid. Mais maintenant, nous voulons redémarrer, que l'État vienne nous aider. Je pense que l'écoute, nous avons besoin qu'on nous écoute. Moi, je souhaite que les ministres viennent nous voir pour voir qu'est-ce que... Tout à l'heure, mon collègue Badou a parlé des champions. Mais il y a des champions dans tous les secteurs d'activité. Nous avons des capitaines d'industrie. Mais qu'on vienne les aider, qu'on vienne les soutenir. Oui, je crois que tout à l'heure, le ministre de l'Investissement a déroulé on va dire la stratégie, n'est-ce pas, de son ministère pour justement rendre encore plus attractif le secteur de l'investissement. Et en la matière, vous êtes accompagné durant ce temps de la crise également, vous êtes accompagné et le secteur se relève beaucoup plus mieux. Oui, de toute façon, comme l'a dit, la Covid-19 n'a épargné personne, y compris l'État lui-même. Mais l'État, je pense que, comme a dit Charles Birega, l'État a pris ses responsabilités en fonction des petits moyens que nous avons. Je vois qu'il y a eu quand même une ordonnance suspendant les contrôles fiscaux, diminuant un certain nombre d'engagements, réduisant la TVA au niveau des secteurs ont été vraiment touchés. Comme il a dit, au niveau de la restauration, l'hôtellerie, les agences de voyage ont beaucoup souffert, puisque les frontières sont fermées, il n'y avait plus de voyage. Donc,
Actuellement, depuis, je pense, le 20 mars 2020, plus ou moins officiellement, les frontières sont fermées. Or, Madame le Premier ministre vient de le dire, le Togo est un pays de transit. Donc, quand les frontières sont fermées, les gens ne peuvent pas venir également aussi acheter. Donc, nous avons un système, un écosystème qui est un peu en souffrance. Il faudrait maintenant que, comme le gouvernement, je pense qu'au dernier Conseil des ministres, on a réduit les dispositions contre la Covid. Il faudrait commencer à sérieusement penser à ouvrir les frontières pour que l'économie puisse être boostée. Il faut que nous puissions remarcher, il faut que nous puissions travailler. Je peux aussi dire que dans ce temps si difficile, les banques aussi nous ont accompagnés. Bien qu'elles soient très difficiles pour avoir l'accès au crédit, mais la Banque centrale aussi a joué un peu son rôle, mais les banques commerciales ont joué leur rôle. Elles ont sérieusement accompagné les opérateurs économiques qui étaient en difficulté. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, ce que moi je leur reproche un peu aujourd'hui, c'est Vous reprochez aux banques ou vous reprochez au gouvernement, quoi? Non, je dis ce que je reproche aux banques, c'est qu'en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de BAL 2, BAL 3 pour les projets d'investissement, de financement, les ratios bancaires. On ne peut plus. C'est pas tenable. Quand en Europe, le président Macron a dit, quoi que ça coûte, on a oublié tous ces ratios. On veut sauver l'économie. On doit mettre en place tout un arsenal pour sauver nos entreprises. Parce que je dis, ce sont les entreprises qui produisent de la richesse. Et c'est ce qui fait que la nation tourne. Donc l'État a mis en place a pris des dispositions pour que l'économie redémarre. Donc dans ça, il faut que les banquiers nous accompagnent. Il faut qu'au niveau du ministère des Finances, parce qu'on a eu souvent une rencontre, j'allais dire quasiment tout hebdomadaire, pendant la crise, la forte période de la Covid, avec le ministre des Finances qui présidait, quand il n'était pas là, ses collègues ou le secrétaire général du ministère, pour voir, on y avait un pilotage quasiment journalier de la situation. Ça, tout ce que le gouvernement a pu faire, pouvait faire, ça a été fait. Maintenant, en tant qu'homme d'affaires, le secteur privé est un secteur innovant. Nous avons appris de la Covid. Nous avons changé nos techniques et nous sommes comme les sphinx. On doit renaître de nos cendres. C'est ce qui fait le génie du secteur privé. Alors, depuis 2020, nous l'avons suivi dans le document qui nous a présenté, la politique nationale de l'investissement au Togo a évolué avec la nouvelle feuille de route gouvernementale. Alors, quels sont les avantages que vous tirez aujourd'hui de cette nouvelle politique? Moi, je dis, Madame le Premier ministre vient de le dire tout à l'heure, elle a un mot clé, moi qui me... Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, l'investissement est le moteur, le développement de notre économie. Le gouvernement a compris. Nous avons un plan de développement, il y a eu le plan national de développement 2018-2022 qui a été lancé. Maintenant, il y a une feuille de route. C'est un plan cohérent, structuré. C'est ce qui fait la différence entre les autres plans. Il y a un leadership, il y a une vision. Moi, je me souviens d'un discours que le chef de l'État avait fait. Il dit, il faut hisser l'étoile du Togo au firmament des nations. Il faut hisser l'étoile du Togo au firmament des nations. C'est-à-dire, il y a une certaine, j'allais dire, pas complicité, mais il y a une certaine écoute du secteur privé. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comme vous l'avez dit, 70% des investissements que nous devons faire dans le PND, c'était du secteur privé. Donc c'est dans ce cadre, moi j'ai toujours dit que le plan national de développement, c'est comme le plan Marshall pour sortir le Togo et le mettre au niveau des pays émergents. Et j'ai toujours dit, si on rate ce plan-là, on doit rester encore 50 ans avant de commencer notre développement. Mais Dieu merci, le plan marche très bien. Je pense que maintenant, il y a une feuille de route gouvernementale et on a rappelé avec un investissement de 519 milliards
un investissement sur un budget de 1779 518 milliards. Oui, 518 milliards voilà. Sur un budget de 1,779 milliard. C'est énorme. Donc on a compris qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie pour que l'économie puisse repartir. Et maintenant, il nous appartient, nous, au secteur privé, de s'organiser, de se structurer et voir comment on peut répartir cette manne financière, économique que le gouvernement met à la disposition. Et vous y travaillez déjà? Nous y travaillons. Même ce n'est pas sur la place publique qu'on va dire ce qu'on fait. Parce que pour faire une stratégie, la stratégie se fait vraiment dans le silence et dans un cénacle pour que tout le secteur privé puisse en bénéficier. Je pense qu'au niveau du patronat et au niveau de d'autres associations professionnelles, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites et on verra avec le gouvernement comment implémenter tout ça. Parce qu'il faut que sur les 519 milliards... 518 milliards. 518 milliards, bon. Vous voulez ajouter 1 milliard? Oui, bon, maintenant, disons même 520 milliards d'investissement. Il faut qu'une part belle revienne aux nationaux. D'accord. Alors, docteur Diriga? En fait, aujourd'hui, ce plan d'investissement est alloué. Ce qui reste maintenant, c'est de s'approprier tout le contenu et que tous les acteurs que nous sommes dans le secteur privé, nous puissions en bénéficier. Moi, je plaiderais pour les états généraux du secteur privé, mais de façon sectorielle, pour que nous puissions justement, parce qu'il y a un problème de communication. Pour le moment, tout est dit dans les médias, mais concrètement, dans le concret, dans le réel, nombreuses sont les entreprises qui ne savent pas comment faire pour pouvoir s'approprier. Vous savez, j'ai été le commissaire au compte de la SASOF, qui est devenue la PZV. Je sais que c'est très difficile que les gens comprennent que voilà, il y a des avantages en venant à SASOF et maintenant la PZV, que c'est un guichet unique. Donc, on peut bénéficier d'abord d'un accompagnement pour faire les formalités, etc. Cette communication, je crois, doit descendre à la base. Donc, nous plaidons, et nous l'avons dit d'ailleurs dans d'autres lieux, pour les états généraux, mais de façon sectorielle, pour que justement il y ait un débat ouvert entre l'État et tous les secteurs d'activité. On présente le plan et nous donnons notre avis et comment nous voulons, ce que nous comptons faire. Je crois que ce sera très rentable pour le pays. En tout cas, c'est à saluer le nouveau code des investissements. Parce que généralement, d'aucuns pensent que quand on met en place le code des investissements, c'est pour attirer les étrangers. Comme si nous, les nationaux, ne sommes pas concernés. C'est pour ça que je plaide pour des états généraux où les entreprises nationales viendront jusqu'à la base. Bien sûr, il y a les organisations représentatives, la chambre de commerce, le patronat, mais il faut que tout le monde vienne et que nous puissions, d'abord, on nous présente le plan et que nous disons ce que nous pouvons faire pour en bénéficier. Et je crois que ce sera au bénéfice de tous, y compris notre pays. Et je répète que les entreprises nationales sont les plus résilientes en cas de crise. Donc, on doit tout faire pour les encourager justement à s'approprier ce code des investissements qui a salué par ailleurs. Et puis, le montant a été donné. Moi, je plaide aussi, excusez-moi, pour une amnistie fiscale. Ce serait un bon geste, vu les difficultés que les entreprises ont actuellement. Pourquoi ne pas faire une amnistie fiscale? Pour que, bon, on repart sur... Même si ce n'est pas fait de façon, on va dire, exhaustive. Exactement. De façon partielle même. Voilà. Pour encourager une amnistie fiscale, une amnistie sociale. Pour que les entreprises redémarrent. C'est vrai que les banques nous ont accompagnés. La BCEAO avait pris une décision en faisant des reports d'échéance, mais les dettes demeurent. Il faut les payer. On n'a pas effacé. Hein. Les dettes demeurent. La BCEAO a reporté de 6 mois les échéances, d'autres plus. Mais on n'a pas effacé les dettes, contrairement à l'Europe. Parce que malheureusement, la BCEAO... Les réalités, il faut le savoir aussi, ne sont pas les mêmes. L'Europe reste l'Europe. Non, en fait, le problème, c'est le problème du débat sur le franc CFA. La BCEAO n'a pas la main pour utiliser la planche à billets comme la BCEAO. Aujourd'hui, le FMI a émis des monnaies, des DTS, et a créé de la monnaie pour aider les pays. Mais quelle part les pays africains ont? Une infime partie. Mais les pays européens, leurs entreprises ont de l'argent. Ils vont s'en sortir mieux que nous. Je crois que le débat sur le franc CFA, donc on pense que c'est une création de monnaie. Non, c'est la souveraineté monétaire qui nous permettra d'utiliser la planche à billets quand il faut. Bon, ça, c'est notre débat. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut une amnistie fiscale
si l'État ne peut pas nous donner l'argent, nous aider, si l'État ne peut pas effacer les dettes que nous avons dans les banques, parce qu'il faut les payer. Il faut que les entreprises redémarrent pour les payer. Mais si l'État nous aide de ce côté, bravo, je crois qu'on aura du sang neuf et on va redémarrer. N'oublions pas que la pandémie n'est pas encore finie, hein, on nous annonce. Donc, je crois que c'est le moment. Et ce sera un signal fort vis-à-vis des entreprises pour pouvoir justement ne pas mourir et de continuer à vivre. Parce que, comme mon collègue Guado a dit, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ce sont les entreprises qui paient les impôts, qui paient la douane et qui font vivre l'État. Donc, on doit tout faire pour sauver cette entreprise. Alors, tout fait pour sauver nos entreprises. Monsieur Birega l'a dit tout à l'heure, le code de l'investissement, ce n'est pas que pour les nouveaux investisseurs, mais aussi pour les nationaux. Ceux qui sont déjà sur place, ils peuvent en bénéficier, ils en bénéficient d'ailleurs. Bien sûr. Moi, j'ai dit, les investissements au Togo, 60% sont réalisés par des Togolais. Donc, quand vous êtes Togolais, vous voulez faire un investissement, il y a plein de mécanismes, plein d'agences. Il faut que les gens connaissent, il faut que les gens soient ensemble, il faut que les gens rentrent dans les associations de base pour connaître. Par exemple, il y a l'Agence nationale de promotion, de financement des entreprises, de garantie des financements, des PME, PMI. Une fois, on avait mis en 2005-2006 une ligne budgétaire de 1 milliard. Personne n'est allé demander ça à la banque, c'est resté là-bas et puis après on a effacé. Il y a beaucoup de mécanismes pour soutenir les entreprises. Il faut que les entreprises se rapprochent des organisations pour avoir ces informations. Nous, par exemple, au niveau du patronat, on a signé avec le fonds le FSA, le Fonds de solidarité africain, 50 milliards pour garantir les investissements du secteur privé au Togo. 50 milliards de francs. Avec l'ANPGF Non, avec ils sont à Niamey, au Niger. Le Fonds de solidarité africain. Ils sont venus à Lomé, on a signé pour 50 milliards pour garantir les investissements, pour apporter les garanties pour les investissements auprès des banquiers. Il y a le FNFI qui a 20 milliards pour les petites et moyennes entreprises. Tous les mercredis, il y a une permanence au niveau du patronat pour que les gens viennent pour déposer leur dossier, on discute avec eux comment les aider, comment les accompagner. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui sont là. Les gens disent, ah, on veut investir, on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci. Mais il y a les moyens qui ont été mis en place, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des assurances. Il y a il y avait l'ancien CORI qui a changé, qui est là. Il y a plein de mécanismes pour aider. De toute façon, à partir du moment où vous avez un retour sur investissement, il faut savoir que le banquier est là. Mais encore faudrait-il que les projets soient des projets bancables. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui viennent, on dit, ah, je veux faire du business, après on va. Les banquiers vous disent, nous, on veut investir, on veut aider les gens, mais les projets qui nous amènent, on a 40% de casse. Comment on peut aller? Donc, dans certains pays, il y a des parrains, il y a des coachs avec qui on peut vous accompagner, que ce soit au niveau du patronat, au niveau de la chambre de commerce et d'industrie, un certain nombre. Il faut qu'on puisse voir également un écosystème pour accompagner les jeunes entreprises, que les grandes entreprises aient un système de parrainage pour les accompagner, restructurant un certain nombre de choses. Charles, qui est expert comptable, peut mettre les gens à disposition. Il forme une jeunesse qui a des qualités, des moyens pour développer ce genre de choses. Moi, je pense qu'on a beaucoup de moyens. On a la jeunesse, on a un marché, on a un positionnement pour relancer les investissements. Mais dans tout ça, il y a quelque chose. Moi, je le dis, je suis un chef d'entreprise. J'ai fait un cabinet international. Il y a un leadership. C'est ce qui change le tout. Quand vous parlez du Togo, il y a un chef, il y a ceci, on sait, il y a une vision, on sait où on va. Et on a vu tout à l'heure la ministre qui nous a fait un exposé avec ce qu'elle doit faire, pas de T30. Non, on sait où on va. On sait où on va. C'est-à-dire qu'il y a un programme, il y a un plan de vol et on avance. C'est ça qui fait le développement. C'est structuré, c'est cohérent. Mais quand aujourd'hui on fait un truc, on agrège les trucs, ça ne marche plus. Voilà. Alors, vous savez où vous allez, c'est justement raison pour laquelle le secteur privé est appelé à contribuer, on va dire, à 50% de la réalisation, on va 60, dire, du plan. 60. C'est révisé entre-temps. Récemment, c'est révisé à 50%, je crois. Donc, à la réalisation du PND et puis à accompagner la nouvelle feuille de route gouvernementale. Comment est-ce que vous y travaillez actuellement?
Mais on se met en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'il y a une appétence pour les investissements. Moi, j'ai toujours dit, chaque Togolais, chaque chef d'entreprise est un ambassadeur. Un ambassadeur pour promouvoir son pays. Il faut que les Togolais arrivent à s'approprier du Togo. Il faut que, Charles l'a dit tout à l'heure, il faut que nous sommes les premiers investisseurs de notre pays. J'ai écouté la dernière fois le ministre des Affaires étrangères qui a fait une déclaration que l'Afrique doit être développée par les Africains. Et une déclaration de Aliko Dangote, il dit que ce que nous avons fait au Nigeria, c'est que nous maîtrisons notre économie. Il faudrait que les Togolais maîtrisent leur économie. Il faudrait que les grands investissements soient faits par des Togolais. Il faudrait qu'il y ait l'appui, qu'il y ait une volonté politique de pousser les Togolais qui sont des juniors à devenir des majors. Ça, c'est comme ça qu'on peut développer un pays. Moi, je dis, on ne peut pas être à côté du Nigeria, qui est la 25e économie mondiale, 25e, première économie africaine. On ne peut pas être à côté du Ghana, qui est la 9e économie d'Afrique, et dire qu'on a des problèmes au Togo. On ne peut pas. Si les deux pères fondateurs ont créé la CEDEAO, c'est pour qu'on puisse bénéficier de tout ça. Le Togo est un pays qui, si on met les moyens, si on se met à travailler, on se met en ordre de bataille avec ce que nous avons commencé à faire depuis 5 ans, je pense que les 10 prochaines années seront des années vraiment où couleront le miel et le lait dans ce pays. Docteur Biriga, oui. Le secteur de l'éducation aussi joue sa partition dans ce sens. Mais sans ressources humaines, il n'y a pas d'entreprise. Vous l'avez dit. Voilà, et comme je l'ai dit, je me répète, vous savez, l'Afrique a quelque chose de particulier, c'est que nous avons les matières premières. L'Afrique a été colonisée à cause de ces matières premières. Mais malgré cela, nous en avons encore en quantité, même des matières premières stratégiques. Maintenant, il faut la matière grise pour les exploiter. Et c'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on doit investir en masse dans l'enseignement. Et nous avons cette chance que nous avons une jeunesse. L'Afrique est le continent où la population des jeunes est la plus nombreuse au monde. 70%. Voilà, 70%, merci. Donc, on doit investir en masse dans l'enseignement et les former à toutes sortes de métiers. Et quand je vois mes jeunes aujourd'hui à l'École supérieure des affaires, mais nos jeunes ne demandent que ça. Ils ont soif de connaissances. Ce n'est pas paresseux. Ils ont soif de connaissances. Et c'est pour ça, c'est cette envie que je vois chez eux qui me donne de l'énergie à donner le meilleur de moi-même pour avoir des filières innovantes. Et bientôt, tout à l'heure, on a parlé de l'investissement. C'est vrai. L'information n'arrive pas à la base de tous les outils qui sont à disposition pour financer les entreprises, notamment les jeunes. Parce que, je ne sais pas, on n'en a pas parlé, la mortalité élevée des jeunes entreprises. Ceux qui sont, on a vu que quand ils sont inscrits au centre des formalités, il y a beaucoup qui meurent, mais parce que beaucoup ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas coachés, beaucoup aussi ne connaissent pas les dispositions qui sont... Et c'est pour ça que pourtant, il y a beaucoup de mécanismes qui sont... Exact. L'information, quand je discute avec mes étudiants, beaucoup ont des talents pour créer des entreprises, notamment en génie logiciel. Malheureusement, ils quittent pour aller au Canada, mais ici, ils en ont. Et demain, qu'en génie civil, mais c'est des gens qui n'ont pas l'information. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des états généraux pour que le gouvernement descende l'information à la base. Pour que tout ce qui est comme outil pour encourager le secteur privé, que l'information parvienne à la base. C'est ce gap-là que je vois que tout à l'heure, il parlait d'1 milliard qui n'a pas été exploité, oui. Mon collègue Guadoum. Mais parce que les gens ne sont pas au courant. Malgré aujourd'hui, il faut trouver les voies et moyens. Moi, je parle des états généraux, mais il y a d'autres voies et moyens pour pouvoir amener la communication, les informations à la base. Et au niveau de la jeunesse, comme j'ai dit, on va les former. On veut former. Il faut que l'État nous accompagne. Et ceux qui peuvent aujourd'hui, vous savez, j'ai été enseignant à l'université, que ce soit en France et à l'université de Lomé. J'ai enseigné à la FASEG. Aujourd'hui, j'ai la conviction que si quelque chose doit se faire dans l'enseignement supérieur privé, en termes d'innovation, c'est le secteur privé.
c'est l'enseignement supérieur privé aujourd'hui, parce que nous avons cette capacité d'innover et de réagir vite. Nous avons une capacité d'adaptation par rapport au marché du travail, plus vite que les universités publiques, parce que les temps de décision sont très courts. Ceci étant dit, on doit trouver les ressorts pour aider l'enseignement supérieur privé, pour qu'il joue sa partition. Et j'ai démontré à travers l'école supérieure des affaires qu'il y a un modèle économique que j'ai créé pour que l'école soit inclusive, pour que ce ne soit pas une école trop chère, mais qui est rentable. Et à travers les investissements d'infrastructures, j'ai prouvé que les banques, parce que vous savez, les banques au Togo n'aimaient pas investir dans ce secteur. Pour raison, parce que beaucoup de promoteurs de l'enseignement supérieur privé ont laissé des ardoises. Mais quand moi je suis venu, étant un ancien membre du conseil d'administration de banque, je connais le langage du banquier, et je sais les attentes du banquier. Et j'ai tout fait pour que mes dettes soient remboursées, pour respecter le contrat entre moi et la banque. Aujourd'hui, il est démontré que les banques peuvent financer l'enseignement supérieur privé et que ça marche. Alors pour avoir créé cette condition spéciale pour vos apprenants, c'est une manière pour votre structure aussi d'accompagner cette dynamique créée par le PND qui continue dans la... Je ne vous dis pas, vous savez, la plateforme PIA, la plateforme d'Atikopé, mais ils m'ont écrit, ils m'ont demandé des étudiants. Actuellement, ils ont besoin de 1000 personnes, et même l'ANP est venue pour demander, pour faire les tests chez moi, pour les tests au niveau, pour les futurs. Ce sont les ressources. Si ça n'existait pas, PIA ne pouvait pas fonctionner. Et c'est dans le privé. Par exemple, ils m'ont demandé les diplômés en ressources humaines. Mes diplômés sont mieux adaptés au marché parce qu'ils sont formés aussi à l'outil informatique, ce qui n'existe pas à l'université. Aujourd'hui, l'informatique traverse tous les métiers. Ce sont mes étudiants qui sont mieux préparés. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le privé, l'enseignement supérieur privé, aujourd'hui, peut jouer sa partition et aider l'État à former des ressources humaines adéquates pour justement atteindre les objectifs que l'État veut à travers le Code des investissements. Cela, les investisseurs viendront, mais il n'y aura pas de ressources humaines. Donc, il faut accompagner l'enseignement supérieur privé à remplir son rôle. Tout n'est pas parfait. Souvent, je plaide encore aujourd'hui pour que l'État ait aussi cette idée d'accompagner plutôt le privé dans ce qu'il ne sait pas faire ou ne fait pas bien, et non de le détruire, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne pas jeter le bébé l'eau du bain, parce que ça décourage. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de promoteurs qui sont en train de mettre la clé sur la porte, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Pas d'argent, mais l'écoute. Il y a aussi le problème de la réglementation. La réglementation, oui. Non, parce que si vous voulez qu'on atteigne les objectifs, il faut une réglementation claire. Parce que trop de réglementation tue la réglementation. Il faut une réglementation de notre secteur, avec notre concours, qui permettent l'épanouissement de l'enseignement supérieur privé. Et une réglementation, justement parce qu'on constate qu'actuellement dans vos secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de l'enseignement privé surtout, ce n'est pas l'enseignement qui est beaucoup plus privilégié, mais c'est plutôt, on va dire, on fait de l'affaire. Je vais vous dire, c'est faux. Non. Voilà. Ça, c'est l'industrie. Je vais dire ceci, c'est l'idée qu'on véhicule, que nous sommes des mercantiles. Je vais vous dire, l'homme d'affaires connaît les secteurs d'activité qui sont rentables. Moi, en tant qu'expert comptable, j'ai déjà créé une usine en zone franche. Je suis le premier Africain à faire le salon mondial de chaussures en Allemagne. L'Union européenne devait m'investir pour 10 000 emplois. Je faisais des chaussures, je faisais des sacs. C'est plus rentable que dans l'enseignement. Nous connaissons les secteurs qui sont rentables. Si on cherche l'argent, ce n'est pas dans l'enseignement supérieur privé. Non. Le principe, c'est qu'on n'a jamais enterré quelqu'un avec son argent. Mais nous voulons aider les jeunes à réussir. Alors, cette idée que les gens sont mercantiles, je vais vous dire, je m'inscris en faux. Je vois mes collègues qui peuvent mettre leur argent dans des secteurs plus rentables, aller en Chine,
acheter des meubles, venir vendre, ils gagneront plus d'argent. Mais non. D'accord. Nous avons cette volonté. Non, je vous dis, j'ai été membre du bureau, nous avons cette volonté d'aider notre jeunesse à s'épanouir. On n'est pas du tout mercantile. On sait aussi aller en Chine et acheter les meubles. Vous avez compris, docteur Birega. Voilà, monsieur Wadoum. Oui, la question. Oui, non, vous voulez rebondir par rapport non, c'est ce que Charles dit, c'est tout à fait vrai. Parce qu'il y a l'industrialisation 3.0. On ne peut pas... Nous, on vient avec notre argent, d'accord? Nous sommes les chefs d'entreprise, nous sommes des investisseurs, ou d'autres viendront avec leur argent. Mais quand il n'y a pas la main-d'œuvre, il n'y a pas les ressources, j'allais dire humaines, adéquates pour faire travailler les usines, on n'aura rien trouvé. Les usines ne s'installent pas aussi là où il n'y a pas une bonne main-d'œuvre. Hein. On peut avoir un coût des investissements, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on ne va pas aussi importer la main-d'œuvre pour venir travailler au Togo. Donc on peut aller là où il y a la main-d'œuvre formée. Aujourd'hui, ce qui fait aussi la force de l'Inde, toutes les sociétés, quasiment la plus grande partie des sociétés font de la sous-traitance informatique en Inde. Ils sont très réputés, ils ont de grands informaticiens. Aujourd'hui, il y a les centres d'appel au Togo, on fait venir un certain nombre de ce business transféré ici, tout ça. Non, il faut former ces gens à l'anglais, aux ressources humaines, il faut de tout. Comme j'ai dit à quelqu'un, sur le chantier, la construction du temple du roi Salomon, il n'y avait pas que des maçons. Il y avait des charpentiers, il y avait des jardiniers, il y avait un peu de tout sur le chantier. Donc, une maison ou une société, on a besoin de plusieurs compétences pour pouvoir faire tourner une société. Donc, quand on dit que les gens, ils cherchent de l'argent, peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes, mais moi j'ai des amis, aujourd'hui on a discuté, il est en train d'aider les jeunes dans son village, il les amène à Lomé, il veut les faire épanouir, il fait visiter, tout ça, parce qu'il faut changer de paradigme, il faut un big bang dans la tête de nos jeunes pour dire que le monde a changé, il faut leur ouvrir les yeux sur l'avenir. C'est ça ce que nous voulons pour ce pays. Alors donc nous revenons à l'investissement, le secteur privilégié dans lequel faut-il investir aujourd'hui, ce sont les... C'est l'agriculture. Voilà. La terre ne trompe pas, la terre ne ment pas, c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, vous investissez dans l'agriculture, c'est peut-être un peu long, mais bien structuré, bien fait. Moi j'ai eu la chance d'avoir été le premier président du conseil d'administration du MIFA, le mécanisme d'incitation du financement agricole. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il n'y avait que 0,3% que les banques d'investissement dans ce secteur. Il fallait aller à 7%, c'était l'objectif. Mais on est arrivé à 3%, mais il y a eu un boom. On est devenus les plus gros exportateurs de soja, il y a la NACAD, il y a un certain nombre de trucs, il y a le cotonnier. C'est-à-dire que ce sont des valeurs sûres. On n'a pas dans longtemps vu l'agriculture comme la houe, la daba et tout ça. Aujourd'hui, l'agriculture est une vraie richesse. On voit des grands pays venir ici chercher des terres en Afrique parce que demain aussi, il faut faire nourrir les populations. Il faut maîtriser l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique. Donc, il y a vraiment des enjeux stratégiques et nous, les Africains, nous, les Togolais en tout cas, on ne va pas être laissés au bord du développement. Il n'y a pas que le secteur agricole. Non, j'ai dit que vous avez dit quel est le secteur. J'ai dit les secteurs. Il y a l'énergie, parce qu'on ne peut pas faire de développement sans énergie. Vous avez vu dans le village tout à l'heure, le monsieur était content à Blita que les entreprises vont venir s'installer. On ne peut pas faire de développement industriel sans énergie. Ce n'est pas par hasard que quand l'Union européenne a voulu se créer, il y a eu la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier. Il faut maîtriser d'abord l'énergie. Après, quand vous maîtrisez l'énergie, il y a la logistique, il y a les routes, ainsi de suite. C'est un écosystème. On ne va pas recréer... il y a des modèles économiques qui ont fait leurs preuves. Il y a les dragons, il y a les tigres en Asie du Sud-Est. Moi, je dis, ces pays d'Asie du Sud-Est, à leur indépendance, en 1900, quand le Togo était indépendant, notre PIB était supérieur au leur. Mais ils se sont mis à travailler, ils se sont structurés et ils ont avancé. Aujourd'hui, le Togo, la chance que nous avons, une jeunesse dynamique qui veut apprendre, 70%. Un petit pays, mais une capacité de s'adapter, d'aller vers l'avant. Le Togolais n'a pas peur. Le Togolais n'a pas peur de mouiller son maillot. Le Togolais est travailleur. Donc, si nous avons l'écosystème avec les chefs d'entreprise, avec l'écoute, avec un partenariat avec
le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement dans son ensemble, qui écoute beaucoup. Parce qu'on a des concertations présidées par Madame le Premier ministre l'année dernière. Je crois qu'on a eu 4 réunions cette année, on va recommencer. On écoute, on échange beaucoup et à partir de ça, on redresse le bord. Il y a le Doing Business. Quand le Togo, le pays était très à l'écoute de toutes les innovations. Du business qui n'est plus... Non, qui n'est plus, mais qui a aidé. Ouais. Par exemple, Doing Business, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a discuté. Mais avant, quand vous payez, par exemple, vous allez à la banque, vous faites un crédit, il y a les garanties, ça coûte 1,5%. Quand vous avez fini de payer, il y a aussi la radiation de l'hypothèque qui coûte aussi 1,5%. Avec Doing Business, on a supprimé ça. On a réduit un certain nombre de choses. C'est qu'on vous a donné 1,5% de votre... Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour... Tout ça, là, on dit Doing Business. On a l'impression que c'est fait pour les étrangers, pour les investisseurs étrangers. C'est fait aussi pour les nationaux. Parce que c'est les discussions que nous avons avec le gouvernement, avec les autorités pour dire ça, il faut faire. Nous sommes, comme on dit au niveau du Conseil national du patronat togolais, on est aussi un groupe de lobbying pour discuter, pour essayer d'apporter des changements, des innovations, pour attirer l'attention, pour que les problèmes puissent montrer. C'est pour ça que je pense que le patronat joue son rôle, mais aujourd'hui, on est en phase de restructuration de la Chambre de commerce pour que la Chambre de commerce puisse jouer son rôle. Parce que c'est un rôle qui doit être un rôle décentralisé dans toutes les régions du pays pour que des informations dont les entreprises ont besoin puissent aller à la base. Je crois que c'est... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand on parle d'une restructuration, d'une innovation de la Chambre de commerce, je pense que tout ça là fait partie des mesures qui doivent accompagner les investissements et le développement harmonieux et structuré de notre économie. Docteur Birega, vous partagez? Oui, non, je partage 100% l'avis de mon collègue Badon. Ce que je vais ajouter, c'est l'agro-industrie. Le secteur de l'agriculture, effectivement, c'est le secteur aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir développer, d'ajouter de la valeur ajoutée à notre PIB, notamment l'agro-industrie. Je crois que le gouvernement a mis l'accent sur ça dans sa feuille de route. Donc, il y a aussi le secteur tertiaire. Vous savez, le Togo a pour ambition de faire de notre plateforme une plateforme de transport, de services, avec le siège des grands groupes financiers qui sont au Togo. Donc, tous les services connexes doivent être développés, aussi bien dans la logistique, dans le transport, dans tous les domaines. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas oublier l'industrie. Le problème vous savez, pour qu'on se développe, il faut une industrie fiable. Les facteurs qui empêchent l'industrie de se développer, notamment le coût de l'électricité, tout à l'heure on a dit qu'il faut innover dans l'énergie, le coût de l'électricité, le coût de la communication. Et tout ça, aujourd'hui, doit être revu pour permettre à notre industrie naissante de pouvoir s'épanouir. On a parlé d'une usine textile à Pierre. N'oublions pas l'expérience de Dacia pour aider cette entreprise à sortir des produits concurrentiels. C'est très important. Donc, le secteur d'activité, donc l'agriculture, mais j'ajoute quelque chose, pour que l'agriculture joue son rôle, pour que l'agriculture se développe, nous avons besoin d'une bourse agricole. L'Éthiopie l'a démontré. En créant une bourse agricole, c'est la condition sine qua non pour que l'agriculture puisse se moderniser, pour que l'agriculture puisse avoir une visibilité, attirer les investisseurs, attirer les malades. La bourse agricole, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je crois que la BRVM a pris le relais à Abidjan pour créer, depuis 2010, que nous sommes partis à l'UMOA pour adopter l'étude de faisabilité technique et financière de la BRPV, la bourse des produits vivriers. Ça fait 12 ans maintenant. On ne voit pas la bourse régionale des produits vivriers se mettre en place. La bourse agricole est indispensable pour que l'agriculture puisse se développer. Si je le redis encore ici, parce que c'est ce secteur, l'agriculture, qui va permettre l'agro-industrie de se développer et qui va permettre ensuite en industrie, j'ai dit tantôt, les conditions à réunir pour se développer. N'oublions pas le secteur de l'enseignement. Beaucoup de qui choses. vous est cher.
Oui, parce qu'en fait, c'est dedans que j'ai l'expertise aujourd'hui. Pour avoir fait le public et le privé, nous devons faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Vous savez, et je vais vous étonner, la deuxième source de devises en Australie, après les mines, ce sont les étudiants. Parce que l'Angleterre a délocalisé ses diplômes, le Cambridge, et tout ce qui est en Asie viennent en Australie pour étudier. Et la deuxième source de devises de l'Australie, ce sont les étudiants. À ESA, nous avons 30 nationalités. J'ai même reçu des Français qui sont dans leurs parents étaient ici. Ça veut dire quoi? Si on développe l'enseignement supérieur privé, nous pourrons avoir des étudiants qui vont venir de partout et qui vont apporter des devises. C'est un secteur aussi qu'il ne faut pas oublier. Il faut l'encadrer. Il y a de l'excellence. D'accord, le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, ce secteur n'est pas du tout oublié. Nous savons quelque chose avec cette politique dédiée au secteur, le ministère de l'enseignement supérieur, qui d'ailleurs ne lésine pas sur les moyens en ce qui concerne en tout cas l'accompagnement de ce secteur. Vous en savez aussi quelque chose. Alors avant de continuer, nous allons suivre cet élément et juste après, on se retrouve. Le véritable boulot d'intégration, je ne cesserai de le répéter, c'est le problème de financement, c'est le problème de crédit. Et nous nous sommes battus dans tous les sens. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont les petites et moyennes industries, ce sont les petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce qui pose le problème du crédit? C'est les garanties. Parce qu'aujourd'hui, nos banques qui sont devenues plus frileuses par rapport aux endettements qu'il y a eu, leur crédit s'est vu alourdi parce qu'il y a eu beaucoup d'impayés, il fallait restructurer cela et ce n'est pas du tout facile. Et le patronat, de son côté, se bat. Nous avions, avec les agences sur le plan national, la NPGF, essayé de voir dans quelle mesure cette agence peut supporter les garanties. Un autre goulot d'étranglement, c'est toujours le financement, mais cette fois-ci sur le plan du taux d'intérêt. Il faut avouer que quand vous allez prêter de l'argent et qu'on vous retrouve à 10%, 11%, tout votre bénéfice ira pour régler ces intérêts. Donc nous essayons de nous battre pour pouvoir réduire le plus possible le taux d'intérêt. Sur ce plateau, Monsieur Badon, j'aimerais savoir, voilà le problème que le président du patronat pose. Il évoque les PME qui se trouvent être les parents pauvres des financements. Il évoque également les taux élevés d'intérêt. Et pourtant, vous avez au sein du patronat, par exemple, l'association professionnelle des banques. Alors, comment est-ce que vous collaborez dans ce sens pour que les PME et PMI aussi puissent avoir gain de cause? Vous savez, les banquiers sont des sociétés privées. Et comme moi je vends du poisson, eux, ils vendent de l'argent. Moi j'ai beaucoup d'amis banquiers, mais les banquiers me disent, si par exemple une société étatique ou une institution étatique fait des taux, fait des DAT chez elle veut être rémunérée à 6,50 par exemple. Mais moi, j'ai aussi maintenant un taux de sortie pour que, il faut que j'ai mes charges, j'ai une marge, et ça me fait venir à 10. Donc, il faut, c'est pour ça que je dis, il faut tout un écosystème. Comment on veut financer les petites et moyennes entreprises? Nous avons des grosses institutions qui ont de l'argent. Donc, c'est ces institutions-là qui doivent déposer de l'argent à des taux pas élevés pour que les banquiers puissent nous passer. Si ces institutions déposent de l'argent avec une rémunération de 3,5-4%, le banquier peut vous sortir de l'argent à 6% ou 7%. Mais si elle-même demande dès le début 6,5%, on ne peut qu'aller à 10%. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut voir. Mais dans le financement des entreprises, les banques sont des banques commerciales privées. Donc, ils ont pour vocation de faire du bénéfice. J'ai un ami qui est directeur de Ghana Commercial Bank. Il me dit, bon, mais moi, je ne suis pas comme une banque, je ne vais pas donner le nom, une banque panafricaine. Moi, je dois soutenir l'économie
de mon pays, je dois soutenir les sociétés ghanéennes qui sont en difficulté. Donc je suis obligé d'ouvrir la caisse et d'avoir un taux d'intérêt favorable pour leur permettre de se développer ou d'être résilients par rapport à la crise Covid-19. Ça c'est. De deux, les garanties dont on parle. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Agence nationale de promotion. Mais les garanties existent, mais les gens n'y vont pas. Les garanties existent, les gens n'y vont pas. Ou le problème, le plus gros problème que nous avons aussi, c'est que quand on doit faire un dossier, il faut trouver un cabinet ou des spécialistes pour monter les dossiers. Oui. Le Togolais ne veut pas sortir. Vous avez un projet, peut-être investir 50 millions ou 100 millions, mais vous ne voulez pas sortir les 200 ou 300 000 francs pour donner à un cabinet, à un spécialiste pour vous faire un beau projet bancaire pour amener chez le banquier. Le dossier arrive chez le banquier doute que, mais il doute. Moi, le dossier n'est pas bien ficelé. Vous avez perdu 50% de votre crédibilité vis-à-vis du banquier. Parce que les gens pensent que pour faire du business, il faut forcément avoir de l'argent. Je disais à mon fils la dernière fois, pour faire des affaires, on n'a pas forcément besoin d'argent. On a d'abord besoin de ce que Charles forme, c'est-à-dire la tête, l'intelligence. Et après, le banquier vous accompagne par rapport à votre cursus. Parce que le banquier est là pour prendre des risques. Mais il faut que les risques, il y ait un filet et soient limités. Si j'ai 10 personnes qui m'amènent un dossier et que je vois qu'il y a 3 ou 4 qui ne sont pas structurés, je ne vais même pas perdre mon temps. Je vais me focaliser sur celui-là. Et je vous ai parlé tout à l'heure du FNFI, qui est dirigé par... le Fonds national de la finance inclusive. Oui, qui a 20 milliards pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises aussi, parce qu'on sait que ces entreprises ont des besoins. Quand vous discutez avec... moi, je discute souvent, parce que je suis au niveau du patronat, je suis chargé du secteur informel et de la promotion des entreprises, donc je suis souvent en relation avec Madame la ministre Assis. Nous discutons de ça. Il y a des gens qui sont venus, qui ont commencé avec un petit financement de 500 000. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui font des opérations jusqu'à 50 millions, 100 millions. Il y a des preuves. Parce qu'elles se sont structurées, parce qu'on les a accompagnées, parce que le Togolais n'aime pas parler, il veut gagner de l'argent, mais il n'aime pas parler de l'argent. On ne veut pas connaître des revenus, on veut tout cacher. Mais quand vous voulez tout cacher, vous allez faire ça seul, mais vous n'avez pas toutes les compétences pour pouvoir vous en sortir. C'est ce que je peux dire à l'intention des petites et moyennes entreprises. Venez dans les associations, il y a le groupement togolais des petites et moyennes entreprises, il y a le patronat, il y a toutes les structures que l'État a mises en place, parce que l'État, je pense que le gouvernement sait que ce sont les PME, PMI qui sont le moteur de l'éducation. Et vous savez, il y a 2 ans, je pense que le chef de l'État avait fait un discours où il disait que 40% des investissements ou des dépenses de l'État devaient être affectés à la jeunesse. Il y avait un truc comme ça. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça veut dire que c'est un signal fort qu'on veut donner à l'intention de cette catégorie des petites et moyennes entreprises. Même récemment, 25% de la part de marché public aux jeunes et aux femmes. Oui, vous voyez, parce que j'ai dit qu'il y a un conseil national du crédit au niveau du Togo. Il faut que l'État, avec la BCAO, présidé par le ministère des Finances, je crois, mais il faut que là-bas, on soit attentif, on voit ce qui a été donné, quelle part doit être allée. Il faut qu'on soit attentif. C'est-à-dire que quand on n'a pas la maîtrise sur la planche à billets, comme dit Charles, mais sur ça, on a la maîtrise sur le Conseil national du crédit. Ça, c'est le gouvernement qui dit, moi, je veux qu'on investisse dans ce secteur, je veux que les banques à qui j'ai donné les agréments puissent suivre ce secteur et qu'on y aille. Voilà ce que je peux dire. Et donc, pour cette année, on a 518 milliards de francs CFA. Disons 520. 520 annoncés comme investissement public au Togo. Comment est-ce que vous vous positionnez déjà par rapport moi, quand j'ai appris ça, j'ai sauté au plafond. J'ai dit, mais le gouvernement fait bien. C'est quasiment le tiers du budget national. C'est-à-dire qu'ils ont compris, le gouvernement a compris qu'il faut donner, il faut injecter de l'argent dans l'économie. Parce que l'argent injecté dans l'économie n'est pas perdu. Cet argent revient d'une façon indirecte, en payant les impôts, en payant la caisse de sécurité sociale, en faisant tourner les banques. Il y a tout un écosystème qui tourne, vous voyez. Donc, pour développer cette économie-là, le gouvernement a bien fait. Moi, je leur donne 10 sur 10 ou 20 sur 20 par rapport à ça. Et que
je pense que maintenant, il appartient au secteur privé togolais de s'approprier, de voir, de se mettre en ordre de bataille pour voir qu'est-ce que... J'ai dit qu'il faut que là, au moins 70% de ces 518 milliards, pour être plus exact, soient affectés au secteur privé national. C'est très important. Parce que si le gouvernement fait tout cet effort et que ça repart, ça remonte à l'étranger, l'effet de ruissellement attendu ne sera pas efficient. D'accord. Docteur Birega? Oui, moi aussi je félicite le gouvernement pour ce montant. Et maintenant, c'est la mise en œuvre et voir comment nous pouvons bénéficier de cela. Je crois que cet effort est bienvenu pour nous aider justement pour au moins atténuer les conséquences de la pandémie Covid-19. Donc c'est la mise en œuvre que nous souhaitons et que, comme je dis toujours, ça descende à la base. Que l'information aille jusqu'à la base et que le plus grand nombre puisse en profiter, et surtout les nationaux, comme mon collègue vient de dire. Ok, voilà. Nous tirons vers la fin de ce numéro du Togo en marche. La dernière question que je vais rapidement vous poser, à laquelle vous allez rapidement répondre, comment entrevoyez-vous notre pays, le Togo, dans les 3-5 années à venir, Monsieur Badoum? Je pense que ça va être une redite. Hein. Non. J'ai dit que le Togo sera un pays où coulera le miel et le lait et la manne, comme dans la Bible. D'accord. Parce que nous avons, Dieu nous a, quand il dit la terre de nos aïeux et tout ça, le Togo est béni. Parce que nous avons une position stratégique. À côté du Nigeria, à côté du Ghana. Les grosses fortunes au Bénin, on dit que le Bénin est le 37e État du Nigeria. Parce que là-bas, tout à l'heure, l'État de Lagos, le PIB produit par l'État de Lagos est supérieur à celui d'un pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, l'État de Lagos. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup de business à faire. Nous sommes dans un marché communautaire. Nous avons la CEDEAO, nous avons l'IMOA, nous sommes intégrés et ça marche. Maintenant, il faudrait que nous arrivions à pénétrer ce marché nigérian pour développer des activités au Togo. Nous avons, je suis à 5 heures de route de la plus grosse économie africaine. Je suis à 2 minutes de la 9e économie africaine. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays qui peuvent ruisseler sur nous. Donc, si nous nous organisons, nous serons un pays prospère et on peut avoir un taux de croissance de 13 à 15%. Et le Parlement travaille à cet effet. Merci, M. Badoum, de nous avoir honorés de votre présence. Merci de nous avoir invités. Merci infiniment. Docteur Birega? Oui, non, je dirais que effectivement, avec le leadership du chef de l'État et avec la feuille de route qui mobilise toutes les énergies du Togo, ici, comme l'investissement, aussi le montant de l'investissement de l'État est au rendez-vous, les prochaines années, je crois quand même qu'on a de bons espoirs que notre pays, le Togo, puisse connaître un taux de croissance élevé, aspirons à 2 chiffres, et que nos enfants et nos petits-enfants puissent hériter d'un pays prospère. Merci à chacun. Prions que Dieu fasse, exauce nos prières. Voilà, parce que tout ça là, il y a un facteur, la sécurité. La sécurité, justement. Merci, merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro du Togo en marche. On se retrouve le dernier jeudi du mois prochain pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.